effectivement, je vais vous présenter un exemple de coopération réussie de recherche partenariale entre des grands groupes industriels, des PME et des laboratoires de recherche. Et vous allez voir que ça tombe parfaitement en cohérence avec tout ce qui vient d'être dit, et qu'effectivement les objectifs et les buts recherchés sont identiques à ceux qui ont été identifiés. Alors, juste pour vous rappeler, donner le contexte de cette recherche partenariale. En fait, en 1998, les industriels de l'aéronautique et du spatial de Haute-Normandie ont décidé de se regrouper au sein d'une filière pour partager un certain nombre d'actions en commun et faire en sorte que leur action soit bénéfique pour les entreprises, mais aussi bénéfique pour le territoire. Et le territoire, au début, était la Haute-Normandie et depuis 2007, couvre la Normandie dans sa totalité. Donc c'est une initiative des industriels. Et ensuite, ça a été repris par les collectivités territoriales et l'État. Mais au départ, c'était vraiment une initiative industrielle. Et nous avons décidé de travailler dans 4 secteurs particuliers. La recherche et la technologie, et c'est ce que je vais développer ce matin, l'emploi, la formation, la sous-traitance et la communication. Alors pourquoi la recherche et la technologie? C'est parce que les grands groupes qui sont présents sur le territoire de Normandie, donc Thales Systèmes, le groupe auquel j'appartiens, mais aussi le groupe Safran, Air Azur, en fait, sont très fortement présents au niveau international parce qu'ils mettent sur le marché des produits de très très haute technologie. Mais développer la technologie, préparer les nouveaux produits a un coût de plus en plus élevé. Et les entreprises se sont aperçues qu'elles ne pouvaient plus assumer à elles seules cette recherche fondamentale et recherche appliquée. Donc l'idée a été de se grouper déjà au sein des grands groupes pour travailler ensemble sur les technologies fondamentales, mais aussi de s'appuyer sur le territoire, à la fois au niveau des PME, mais surtout au niveau des laboratoires de recherche, pour que ces laboratoires de recherche orientent leurs travaux de recherche vers des applications qui intéressent les industriels. Donc ça s'est mis en place petit à petit au cours des différentes années. Et un des exemples a été la réaffectation de certains laboratoires de recherche qui travaillaient sur des thématiques qui n'avaient aucune application sur le territoire et qui petit à petit ont décidé d'arrêter certaines thématiques de recherche et de se refocaliser sur des thématiques qui intéressaient plusieurs sociétés sur le territoire. Et parmi ces thématiques, il y a la fiabilité des systèmes électroniques embarqués qui intéresse bien sûr la filière aéronautique. Je peux vous donner un exemple. Dans les antennes à balayage électronique pour les applications radar, toute l'électronique est embarquée dans les antennes. Et bien sûr, donc, les composants sont soumis à des contraintes thermiques, de vibration extrêmement fortes. Et il est impératif, avant d'utiliser les composants, de s'assurer que la fiabilité, leur comportement sera celui que l'on attend. Mais on a aussi sur le territoire normand beaucoup d'entreprises de la filière automobile. Et en discutant avec nos partenaires de la filière automobile, on s'est aperçu qu'ils avaient exactement les mêmes besoins, parce que l'électronique rentre de plus en plus dans les équipements automobiles, et ils sont soumis aux mêmes contraintes de température, de vibration. Donc cette thématique de fiabilité des systèmes électroniques embarqués a été appropriée par plusieurs laboratoires, chacun dans ce domaine spécifique, et nous avons lancé un certain nombre de travaux de recherche. Pour amplifier ce phénomène, on s'est aperçu à un certain moment que les moyens des laboratoires étaient limités. Donc effectivement, nous nous sommes groupés ensemble, les grands groupes, les laboratoires de recherche et les PME pour répondre à un appel d'offres. Alors en 2005, la France a mis en place justement pour essayer de créer des champions un petit peu dans certains domaines. Ils ont créé ce qu'ils appellent les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité, c'est des structures financées par l'État qui ont pour mission de développer la recherche dans un domaine particulier. Donc nous avons sur le territoire de la Normandie un pôle de compétitivité qui est spécifique à l'automobile, qui s'appelle Moveo,
À travers ce pôle de compétitivité, nous avons répondu à un appel d'offres lancé par l'État, qui a décidé lui aussi un petit peu de ce qui a été présenté tout à l'heure, mais l'État français a décidé de mettre ensemble tous les moyens de financement de la recherche à travers ce qu'ils appellent le FUI, le Fonds unique interministériel, et qui lance des appels d'offres de façon périodique, en général 3 par an. Donc ensemble, vous voyez, à 13 sociétés, nous avons répondu à cet appel d'offres sur un programme que l'on appelle AUDACE, qui veut dire analyse des causes de l'évaluation des composants des systèmes mécatroniques embarqués. Alors pour un montant non négligeable, parce que le budget total avoisine les 9 millions d'euros, donc ça fait quand même beaucoup d'argent, et pour une durée de 48 mois. Et nous avons été retenus, et nous avons lancé ce programme de coopération. Alors, quel était l'objectif, hein? Alors, ici, c'est la seule planche technique, je dirais. C'est pour montrer que, effectivement, le taux de défaillance des composants et des systèmes évolue au cours du temps, et que par rapport à la courbe théorique qui est à gauche, on rencontre de plus en plus la courbe de droite, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des nouveaux défauts de fiabilité apparaissent, parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment la tenue des technologies aux contraintes d'environnement. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces défauts de fiabilité et faire en sorte que la courbe revienne conformément à la courbe théorique. Alors, donc le programme avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de mettre des moyens de mesure très spécifiques pour caractériser la fiabilité et la robustesse des produits. Donc il y a eu des gros investissements qui ont été faits, et on a fait le choix de mettre les investissements dans les laboratoires de recherche. On aurait très bien pu dire les investissements, on les met dans l'industrie, mais on s'est dit que comme c'est une activité qui n'est pas quotidienne, on se pose ces questions-là de temps en temps quand on intervient sur des nouvelles technologies. Donc on a préféré convaincre l'État et les collectivités territoriales que ça faisait beaucoup plus sens de mettre ces équipements dans les laboratoires pour qu'ils puissent les utiliser ensuite à la fois au service industriel, mais pour faire de la recherche fondamentale. Le deuxième objet, c'était de mettre en place des méthodologies. Parce que c'est bien d'avoir des équipements, c'est bien d'avoir des compétences pour faire fonctionner les équipements, mais ce qui est important, c'est d'avoir des méthodologies pour que, à chaque fois que l'on répète les mesures, on retrouve bien les mêmes résultats. Et en fait, après, on s'est donné un autre objectif, c'est d'encore aller plus loin, c'est que faire en sorte que toute cette structure que l'on a mis en place à travers ce programme se pérennise, devienne un espace d'open innovation et puisse perdurer après la fin de ce programme. Alors, donc en fait, on a découpé le programme en un certain nombre de work packages. Alors les grands groupes se sont focalisés, je dirais, sur les aspects spécification. C'est-à-dire que le grand groupe est un donneur d'ordre. On a dit voilà les technologies sur lesquelles on veut travailler, voilà les processus où on vous demande de mettre en place des plans d'action. Et par contre, ensuite, c'est plutôt les partenaires universitaires qui ont pris en charge la mise en place des bancs de mesure, la réalisation des échantillons, les tests sur les échantillons et l'écriture des processus. Et après, les grands groupes ont fait une dernière action qui était plutôt de validation et ensuite d'aider à la structuration de cette plateforme d'Open Innovation. Bon, donc c'était un programme en 48 mois ce que l'on peut remarquer, c'est que le timing a été tenu. Hein. Alors, manager 13 partenaires n'était pas facile. Hein. Donc, Thales, j'étais le porteur de ce programme. Le partenaire automobile était Valeo. Et je dois reconnaître que le succès de ce programme est lié aussi à l'excellente coopération qu'il y a eu entre les industriels de l'automobile et de l'aéronautique. Et aussi la volonté des laboratoires de vraiment profiter de ce programme pour acquérir des équipements et mettre en place les compétences qui leur permettent d'utiliser les composants et les équipements. Alors, je vais juste montrer un petit peu quelques réalisations. Alors, vous voyez, alors ça, c'est pas un laboratoire universitaire, c'est une PME. Une PME, on a développé une chambre de test. Alors,
Vous savez que ce qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut qualifier un composant, on lui fait des cycles thermiques, on lui fait des cycles d'humidité, on lui fait des cycles en choc et vibration, mais de façon indépendante. Or, dans nos équipements, vous voyez par exemple un composant qui est dans la pointe avant d'un avion de chasse, il subit tout en même temps. Il subit les chocs, il subit la température, il subit l'humidité en même temps. Mais il n'y avait pas d'équipement qui permettait de faire ces tests simultanément. Donc avec une PME qui avait déjà un produit, on a ajouté l'humidité dans une enceinte, et grâce à ça, on est capable, avec cet équipement-là, maintenant qui est disponible sur le commerce, de faire tous ces tests simultanément. Et tout à l'heure, le monsieur parlait de mettre en place des brevets, c'est ce qu'on a fait, parce que ça n'existait pas, c'est quelque chose que l'on a breveté pour valoriser. Là, on était dans la valorisation de la recherche, c'est vraiment ça, on a valorisé notre recherche en plaçant un brevet sur cette innovation. Alors, autre aspect, la compatibilité électromagnétique. Alors, au tout départ, on voulait le mettre dans l'enceinte, on n'a pas réussi, ça sera l'étape d'après, d'ajouter la compatibilité électromagnétique en même temps que le reste, mais on l'a traité de façon séparée. Pourquoi? Parce que que ce soit dans une voiture ou dans des équipements de défense, on met de plus en plus d'électronique dans un environnement de plus en plus contraint, et donc il y a des contraintes CEM qui viennent impacter la fiabilité des équipements. Et donc là, pareil, on a mis en place des bancs de mesure avec des sondes pour aller caractériser les champs électromagnétiques au plus près des composants. Et pareil, l'objectif ensuite a été, donc ça c'est des essais qui ont été réalisés, et l'objectif était ensuite de définir des modèles et de définir des processus de façon à ce que toutes ces règles de conception soient disponibles pour les ingénieurs, que ce soit les ingénieurs Thales, les ingénieurs de Valeo, pour qu'ils prennent en compte ces problématiques de CM dès le début de la conception. Alors, ensuite, on a mis en place un certain nombre de bornes de caractérisation. Donc là, ce sont des bornes d'overstress qui ont été mis, donc appliquer des tensions extrêmement fortes, appliquer des ESD. Et c'est vrai que c'est un problème que moi je rencontre presque quotidiennement, le problème des décharges électrostatiques. Et donc ça permet de quantifier et de vérifier la robustesse des composants, soit aux overstress de tension, soit aux décharges électrostatiques. Un autre banc de mesure que l'on a mis en place, c'est des bancs de vieillissement des composants hyperfréquences. On les est ici dans une école où, effectivement, toute la partie transmission passe à travers des amplificateurs de puissance, des amplificateurs de bruit. Et dans nos applications, les amplificateurs de puissance, il faut les faire fonctionner pendant 20 ans. Quand Thales vend un radar, minimum c'est 20 ans, voire 25, 30 ans de fonctionnement. Or, il est très difficile de prédire le comportement d'un composant sans l'avoir testé. Donc, avec un laboratoire de l'Université de Rouen, on a mis en place des bancs vraiment très dédiés où on vient appliquer aux composants les situations réelles, celles que les composants voient dans les équipements, et on les fait vieillir pendant des milliers d'heures en les mettant sous stress de température de façon à accélérer les vieillissements. Et ensuite, on regarde de façon récurrente l'évolution des paramètres pour détecter d'éventuelles défaillances après un certain nombre de fonctionnements. Alors, donc, première étape, c'est d'identifier une défaillance. Ensuite, il faut aller regarder d'où vient cette défaillance, de façon à se retourner vers le fournisseur de composants pour lui expliquer les problèmes qu'on a rencontrés et regarder avec lui comment améliorer les composants. Et donc, pour ça, il faut être capable d'aller regarder à l'intérieur de la structure des composants pour voir dans les différentes couches, dans les différents dopages, s'il y a des problèmes. Et donc là, pareil, l'Université de Rouen s'est équipée d'équipements très très sophistiqués qui permettent d'aller faire des découpes dans les composants, d'aller regarder dans les différentes couches et d'observer d'éventuelles modifications des structures des composants après des milliers d'heures de vieillissement. Alors, donc ça c'était le composant lui-même. Par contre, pour tout ce qui est aspect packaging, là aussi, on a
s'est intéressé aux aspects packaging, et principalement la capacité des packaging à protéger les composants de l'humidité. Et donc il y a des techniques par résonance magnétique qui permettent d'être extrêmement précis et performants sur la qualité des packaging. Et donc là c'est avec une PME, on a mis en place ce type de procédé pour aller caractériser et s'assurer que l'ensemble des packaging fonctionnent comme on l'attend. Comme je l'ai expliqué, les équipements sont soumis à des vibrations. Et ce qui nous importait, c'était d'aller regarder les déformations que subissaient les cartes électroniques, les composants, pendant les essais de choc et de vibration. Et donc, avec un laboratoire privé, on a mis en place des équipements qui font de la mesure par vibrométrie laser, soit en 1D, soit sur 3D. Et on voit ici des déformations à l'intérieur des composants. Et on regarde par rapport aux critères que nous donnent les fournisseurs, quelle est la capacité des composants à résister aux accélérations et aux chocs auxquels ils sont soumis. Alors quand on veut être encore plus précis, là c'est un laboratoire de l'INSA de Caen qui a développé une méthode très particulière d'interférométrie de spécule. Donc vous voyez là, en fait on est parti de recherche fondamentale et on a appliqué cette recherche fondamentale sur nos applications et ça a permis alors justement à ce laboratoire de se développer, d'embaucher un postdoc pour continuer à mettre au point et je dirais quelque part industrialiser cette technique. Alors, une fois que l'on a réussi à caractériser tous nos cartes électroniques, tous nos composants avec ces différentes méthodes, on a mis en place, et là c'est des PME très spécialisées dans tout ce qui est modélisation, nous ont mis en place des modèles multiphysiques pour prédire le comportement de nos cartes électroniques quand elles sont soumises à contrainte. Donc, aujourd'hui, à l'issue de ce programme, on bénéficie maintenant de modèles que sont des modèles probabilistiques qui prennent en compte les matériaux, la géométrie, les dopages, des modèles électro-thermomécaniques qui nous permettent ensuite de calculer le comportement des composants et leur distribution, de façon ensuite à être capable de prédire la durée de vie de nos équipements. Alors, une fois que tout ça a été mis en place, on s'était donc donné pour objectif de créer une structure qui pérennise cette activité. Que l'ensemble des acteurs qui avaient travaillé ensemble ne se repartent pas chacun séparément à l'issue de ce programme, étant content d'avoir les équipements, mais on s'est dit on va essayer de fédérer et de structurer cette équipe. Alors je reconnais que c'est pas facile parce que dans le consortium il y avait des grands groupes, donc avec une logique de grands groupes, des PME, et tout à l'heure sur la salle, comme monsieur a dit, voilà, il y a deux mondes, il y a le monde de la recherche et le monde de l'industrie. Je dirais il y a plus de monde que ça, parce que quand on regarde le monde de l'industrie, il y a le monde des grands groupes et il y a le monde des PME. Donc c'est un petit peu plus complexe, et donc ça nous a pris un certain temps pour arriver à structurer Alors on a commencé par les laboratoires. Donc là vous avez ici un petit peu les laboratoires de recherche qui étaient impliqués dans ce programme, et les PME, et qui ont décidé de se grouper, de créer alors c'est principalement d'abord les laboratoires, de créer une structure unique, avec je dirais un guichet d'entrée unique pour mettre au service des industriels. Alors au départ de la Normandie, mais aujourd'hui, cette structure est reconnue au niveau national, voire au niveau international, et la structure que l'on a mis en place maintenant est contactée directement lors d'appels d'offres et rentre dans des programmes, que ce soit des programmes civils, voire même des programmes militaires, puisque la DGA, la Délégation Générale à l'Armement en France, sollicite maintenant ce laboratoire pour des expertises particulières.
Donc, on a créé, alors je vais passer tout de suite, un consortium qui s'appelle Physicom, pour dire fiabilité des systèmes et des composants. Et donc cette structure, elle a pour objectif de fédérer donc, les acteurs impliqués dans la thématique, répondre bien sûr à la stratégie régionale d'innovation, parce qu'entre-temps, les régions françaises ont été, à la demande de l'État, ont mis en place des plans de recherche et ont dû sélectionner un certain nombre de thématiques de façon à focaliser l'ensemble de leurs ressources financières dans certaines thématiques. Et grâce au programme que l'on avait fait, la région de Normandie a décidé que la fiabilité des systèmes électroniques embarqués était un axe de recherche majeur pour cette région. Et donc, les fonds régionaux ont été mis en place. Et donc, ce que l'on a proposé, la Physicom, répond parfaitement à l'attente des structures régionales en termes de management de la recherche. Les moyens qu'on a mis en place, ils étaient essentiellement au départ pour l'aéronautique et l'automobile, mais on voit très bien que ça dépasse bien sûr ces deux domaines-là. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour les télécommunications, ils sont utilisés pour l'énergie, qui se développe aussi beaucoup, entre autres à travers l'éolien offshore. Donc, ces expertises dans ces domaines que sont la thermique, la CEM, toute la modélisation, maintenant sont utilisées par un grand nombre d'acteurs français et européens. Donc voilà l'organisation qui a été mise en place. Donc ça, c'est quand même, et c'est la leçon que j'ai retenue, c'est que les labos ont au départ eu du mal à se structurer eux-mêmes. Et en fait, il a fallu que les industriels mettent tout leur poids pour arriver à faire en sorte que les laboratoires se fédèrent. Et on est arrivé à cette structure Physicom et un certain nombre d'associations de laboratoires par thématique, que ce soit sur les matériaux, sur la vibration, sur la thermique ou la CEM. Donc aujourd'hui c'est opérationnel. Ça a conduit à l'embauche de personnes pour pouvoir réaliser ces mesures. Et donc là, c'est aussi un débouché pour les étudiants, puisque c'est des doctorants qui sont venus bien sûr renforcer la structure. Et cette structure, donc, alors l'autre choix que l'on a fait aussi, au moins pour les 5 ans qui viennent, la structure existe, mais les équipements de mesure sont restés dans les laboratoires d'origine. On n'a pas voulu en fédérer et récupérer l'ensemble des équipements, parce qu'on veut que les équipements puissent être aussi utilisés pour la recherche fondamentale. On se reposera la question dans quelques années pour savoir si on continue sur ce modèle, à savoir avoir les équipements dans les laboratoires de recherche et une mise à disposition de ces équipements pour réaliser des prestations pour l'industrie, ou on décidera de réunir l'ensemble de ces équipements dans un bâtiment spécifique. Voilà. Alors, donc ce programme s'est terminé de façon exemplaire et c'est terminé par la rédaction de 2 ouvrages qui sont disponibles, que vous pouvez commander, sur les systèmes mécatroniques embarqués et donc l'analyse des causes de défaillance. Et en fait, c'est les 48 mois de travaux des différents laboratoires qui ont été synthétisés et reproduits à l'intérieur de ces 2 ouvrages, qui ont été édités en français et en anglais, de façon à un peu pérenniser et déployer l'ensemble des acquis de ce programme. Donc, je voulais partager ce moment avec vous parce que moi, je suis un ardent défenseur de la recherche partenariale. Je pense que pour moi, ça ne fait pas sens qu'un industriel travaille tout seul, qu'un laboratoire travaille tout seul dans son coin. On partage le même objectif qui est de développer notre industrie locale, territoriale, de développer notre territoire de façon à créer des emplois, parce que c'est ce qui a été dit dans l'exposé précédent. L'objectif, c'est qu'on ne fait pas de la science pour de la science, on fait, enfin en ce qui nous concerne, on fait de la science pour créer de l'emploi et créer de la richesse. Et c'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on peut atteindre cet objectif. Merci.